La pluie nocturne fouettait le pare-brise, le sifflement des pneus sur la route de gravier portant en lui comme un sinistre avertissement. David Hawthorne, un magnate de l'énergie, venait de passer devant une rangée d'entrepôts abandonnés lorsqu'un petit garçon trempé surgit d'une porte rouillée, ses grands yeux implorant de l'aide. Quand le garçon, haletant, lui dit que sa mère était ligotée, David se précipita à l'intérieur, sans jamais se douter qu'à quelques pas de là, il se retrouverait face à une noirceur que toute la ville redoutait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse, chaque goutte lourde frappant la vitre et brouillant la route défoncée et parsemée de pierres qui menait au quartier des entrepôts désaffectés, au nord de Portland. David Hawthorne, 54 ans, grand, la carrure large et les cheveux parsemés de fils d'argent, venait de quitter une réunion tendue concernant un nouveau projet hydroélectrique. Il avait choisi ce raccourci, une option qu'il commençait maintenant à regretter alors que son imposant Range Rover luttait contre des flaques de boue opaque. Soudain, une petite silhouette trempée jusqu'aux os jaillit de l'étroite ouverture de la porte rouillée de l'entrepôt 47. C'était un garçon, peut-être 6 ans, ses vêtements couverts de boue, les yeux écarquillés de peur alors qu'il jetait un regard par-dessus son épaule vers l'obscurité intérieure. La vision fut si soudaine que David pila net, le VUS s'immobilisant brusquement sur la route glissante. Il ouvrit la portière et sortit sous l'averse sans réfléchir. « Ça va, gamin ?» cria David, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la pluie et du sifflement du vent. Le garçon, dont David apprendrait plus tard qu'il s'appelait Ethan, était à bout de souffle, ses lèvres teintées de violet par le froid et la peur. Son petit bras tremblait tandis qu'il pointait vers l'obscurité béante de la porte de l'entrepôt. « Ma maman, elle est ligotée. » Pas un mot de plus, pas d'hésitation. David verrouilla le VUS, activa l'application lampe de poche de son téléphone et suivit Ethan à travers un parking en béton taché d'huile jusqu'à l'entrepôt 47. La porte en tôle ondulée gémit et grinça lorsque David la força. Une vague d'odeur de moisi, d'essence croupie et de poussière le frappa en plein visage. À l'intérieur, une seule ampoule au néon vieillissante vacillait de manière erratique, projetant une lumière jaune maladive qui allait et venait. Les yeux de David balayèrent le sol. Un mégot de cigarette encore fumant, une bouteille d'eau en plastique à moitié vide, des morceaux de corde en nylon éparpillés. Des signes que quelqu'un avait été là et était parti précipitamment. Le faisceau de sa lampe de poche fendit l'obscurité du coin le plus éloigné. Une silhouette y était recroquevillée. David devina qu'elle avait la trentaine. Claire Holt était sur le côté, les poignets et les chevilles solidement attachés avec de la corde rêche. Sa robe bleue était déchirée et une tache de sang sombre et humide s'étendait sous sa jambe. Il tomba à genoux, sortit le couteau pliant de sa poche et trancha les cordes. Ethan était juste derrière lui, la petite main glacée du garçon agrippant le pantalon de David. David chercha un pouls, le moindre signe de conscience. Ses yeux s'entr'ouvrirent faiblement, puis se refermèrent. Pour étancher le saignement à sa jambe, David tendit la main pour soulever sa robe, juste assez pour voir la blessure. Mais Ethan, agissant par instinct, se plaça soudain entre eux, sa petite voix brisée par la peur et une sorte de honte protectrice et brute pour sa mère. « S'il vous plaît, ne soulevez pas la robe de ma maman. » David se figea. Il regarda droit dans les yeux paniqués d'Ethan et dit calmement « Je veux juste l'aider. » Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Le garçon recula d'un demi-pas mais resta planté là, en garde. David souleva l'ourlet juste assez pour voir ce qu'il fallait, et alors son estomac se noua. Sur le haut de la cuisse, vive et boursouflée sur les bords, se trouvait une marque au fer rouge. Les lettres étaient sans équivoque, propriété de R. Callaway. Le visage de David se durcit. Richard Callaway. Le simple nom était une ombre. L'infâme baron de l'immobilier et du bois, synonyme de corruption, de marché secret, de lien avec le crime organisé, des choses toujours chuchotées, jamais prononcées trop fort. Les yeux de Claire s'entr'ouvrirent à nouveau, ses lèvres pâles et tremblantes. « Claire Holt » murmura-t-elle avant de sombrer à nouveau dans l'inconscience. Un souvenir frappa David de plein fouet, Laura, sa propre sœur. Ses yeux désespérés, cette nuit où elle avait frappé à sa porte pour de l'aide. Cette nuit où il avait hésité. Cette nuit où il était arrivé trop tard. Pas cette fois. David prit Claire dans ses bras, saisit la petite main froide d'Ethan dans celle qui lui restait libre et les conduisit tous les deux dehors sous la pluie battante. Ils se hâtèrent vers le Range Rover. Alors que le VUS s'éloignait, le regard de David dans le rétroviseur capta une camionnette blanche, sans plaque, glissant vers les entrepôts avec la lente prudence d'un prédateur.
Puis, dans le bourdonnement silencieux de l'habitacle, un son attira son attention. Sur le sol se trouvait un téléphone inconnu, probablement tombé de la poche de Claire lorsqu'il l'avait soulevé. L'écran s'illumina avec un nouveau SMS, juste 3 mots, nets et froids comme une lame, c'est fait, cœur qui est dit, provenant d'un numéro inconnu. Le VUS freina brusquement devant la clinique West End, ses phares inondant l'enseigne en laiton usé. David sortit Claire du véhicule avec une précaution mesurée, Ethan s'accrochant fermement à sa jambe. Maria Gonzalez, une femme d'âge mûr aux cheveux noirs soigneusement épinglés et au regard perçant, attendait déjà aux portes. C'était une médecin privée en qui David avait une confiance absolue, quelqu'un qui gardait tout confidentiel et opérait entièrement en dehors du système. « Vite, à l'intérieur !» lança Maria, faisant signe à une infirmière de pousser un brancard. Ce qui suivit se déroula rapidement dans un silence chargé de tension. Maria et l'infirmière travaillèrent en parfaite synchronisation, déplaçant Claire dans la salle d'intervention. Dans la salle d'attente, le temps s'étira, semblant durer des siècles. David tenta de calmer Ethan, qui était recroquevillé sur une chaise, les yeux toujours écarquillés de peur. David lui tendit une tasse d'eau tiède, une serviette sèche et un sweat à capuche de rechange de la clinique, juste à la bonne taille pour cacher la saleté sur les vêtements du garçon. « Ça va, Ethan ?» demanda David, la voix basse et stable. Ethan hocha légèrement la tête, ses mains tremblant encore en prenant le sweat. De la salle d'intervention, Maria émergea, retirant ses gants. Elle n'était pas en grande forme en arrivant, mais elle va mieux maintenant. « Comptez-vous appeler le 911, David ?» David hésita. La question de Maria résonnait dans son esprit, mais en même temps, une profonde lassitude s'emparait de lui. Richard Callaway. Un homme avec assez de pouvoir pour s'infiltrer dans n'importe quel recoin du système. Si la police était impliquée maintenant, qui pourrait garantir que l'information ne fuiterait pas? Qui pourrait promettre que Claire et Ethan seraient en sécurité? Non, dit finalement David, le ton ferme. Pas encore. Je dois être sûr qu'elle est en sécurité avant d'impliquer qui que ce soit d'autre. Il marqua une pause, puis ajouta, peux-tu photographier ces blessures, les crypter et les envoyer à un contact médical de confiance, pour que nous ayons un dossier horodaté? Maria hocha la tête, compréhensive. Bien sûr. Des coups soudains à la porte d'entrée firent sursauter David et Maria. Le son résonna dans le silence de la clinique, chargeant l'air d'une tension instantanée. David fut sur pied en un battement de cœur, les yeux rivés sur l'entrée vitrée. Maria jeta un œil par l'interstice et expira. Juste un livreur. Probablement un colis envoyé à la mauvaise adresse. Dehors se tenait un coursier en uniforme tenant une boîte en carton. Il frappa de nouveau, cette fois avec une pointe d'irritation. Maria ouvrit la porte, prit la boîte et la refusa. La tension dans la salle d'attente retomba, mais seulement pour un instant. De retour à sa place à côté d'Ethan, David persuada le garçon de siroter un peu de lait chocolaté. Ethan frissonnait encore. En écartant une mèche de cheveux humides du front du garçon, David remarqua une légère ecchymose autour du poignet d'Ethan. Cette vision et le regard craintif du garçon le ramenèrent à une autre nuit. Laura, sa sœur. Elle était venue à sa porte, demandant à rester. Elle lui avait parlé des bleus, des menaces. Il avait dit, « Demain, je t'emmènerai à la police. » Le lendemain matin, elle était morte. Officiellement, un accident dans les escaliers. Un serrement silencieux monta dans l'esprit de David. Plus jamais ça. De la salle d'intervention vint un mouvement. Claire était maintenant réveillée, ses yeux ouverts balayant la pièce avec confusion avant de se poser sur David. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. « Merci. » Elle raconta son histoire par fragments hésitants, assez pour que David saisisse le danger. Claire travaillait pour une société de conseil foncier et était tombée sur des dossiers falsifiés liés à Richard Callaway, la preuve qu'il manipulait le marché. Elle en avait fait une copie et l'avait enfermé dans un coffre à Seattle. 3 semaines plus tôt, elle avait été enlevée par Travis Cole et Derek Voss, 2 des hommes de main de Callaway, qui l'avaient pressé de révéler où les preuves étaient cachées. Elle jeta un regard à Ethan, baissant la voix, une terreur brute dans les yeux. « Ils ont dit que ce serait pire si je parlais à quelqu'un. » David hocha la tête. « Je comprends. Je vais vous conduire, toi et ton fils, à Seattle et récupérer ces dossiers. » Maria intervint, saisissant la fin de l'échange. « Claire a besoin d'une surveillance étroite, David. Un long voyage n'est pas prudent en ce moment. Je vais te préparer une trousse médicale de terrain, bandage de compression, antibiotiques. Et si sa température dépasse 38,3,
Tu reviens ici immédiatement. Elle avait à peine fini que la sonnette de la porte arrière retentit. L'infirmière alla voir. Quelques minutes plus tard, elle revint, le visage pâle. Monsieur Hawthorne, sur le parking, sous votre VUS, il y a un autre AirTag scotché en dessous. David la suivit dehors. Sous le Range Rover, un autre traceur était solidement fixé. Quiconque les poursuivait ne se contentait pas de le suivre, il tendait des pièges. David retira les deux dispositifs, les scella dans la boîte de radiographie doublée de plomb de la clinique pour bloquer le signal. Maria orienta la caméra de sécurité vers la rue. De l'autre côté de la route, un homme en casquette de baseball se tenait, son téléphone levé vers l'entrée de la clinique, confirmant l'emplacement. Et puis, le téléphone anonyme que David avait trouvé dans l'entrepôt 47, celui qui appartenait à Claire, se mit à sonner. Sur l'écran, 2 lettres brillaient, RC. La sonnerie déchira le silence de la clinique, stridente et implacable, comme si elle signalait le premier coup d'une partie. L'écran affichait RC. David regarda Claire, puis Ethan, et fit son choix. Il répondit, activant le haut-parleur. La voix d'un homme se fit entendre, calme au point d'être menaçante, froide et totalement dénuée d'émotion. « Laissez la femme et le disque dur, et je vous laisserai partir. » La voix appartenait à Travis, devina David. David ne répondit pas. Il fixa le téléphone un instant, puis l'éteignit brusquement et retira la batterie. Maria avait déjà sauvegardé le numéro et l'heure de l'appel, se préparant à archiver un dossier privé qui contournerait tout canal public. « Ils savent que nous sommes ici, » dit Maria, la voix grave. « Nous ne pouvons pas rester à Portland. »« Je sais, » répondit David, jetant un œil à Claire, faible sur le lit de la clinique, et à Ethan, recroquevillé non loin. « Nous devons partir immédiatement. » Maria se mit à énumérer une liste d'essentiels. Gaz, antibiotiques, analgésiques, solutions d'électrolytes. Elle prépara également un petit sac pour Ethan, des vêtements propres, un petit ours en peluche et quelques paquets de collations. « L'épreuve, » murmura Claire, sa voix faible mais inflexible. « Je les ai laissés dans un coffre-fort à Seattle. Jefferson Street Bank. » Les yeux de David se fixèrent sur elle. « Seattle. Un coffre-fort. » Claire hocha la tête. C'est l'endroit le plus sûr auquel j'ai pu penser. J'ai tout copié, les faux contrats, les dossiers fonciers qu'ils ciblent, tout est là. Un plan audacieux se forma instantanément dans l'esprit de David. Voici l'itinéraire, dit-il, le regard assuré. Nous partons avant l'aube. On prend L5 jusqu'à Seattle, on s'arrête à Vancouver, Washington, pour faire réviser la voiture et en changer dans le parking souterrain d'un grand centre commercial. Il nous faut autre chose pour semer d'éventuels traceurs. Il appela son chauffeur personnel, lui demandant de ramener le Range Rover au garage et de sortir la vieille Audi A6, une voiture qui attirait moins l'attention. Pendant que Maria vérifiait une dernière fois les points de suture de Claire, David sortit sur le porche et passa un rapide appel à Samantha Reed, une avocate de confiance. Il ne lui dit pas tout, lui demandant seulement des conseils temporaires sur la protection des témoins. « Allez à Seattle, David, » dit Samantha. « Je pense que les choses auront plus de sens une fois que vous aurez ce qui se trouve dans ce coffre. » À ce moment précis, le moniteur de sécurité de la clinique s'illumina avec l'image de 2 hommes flânant au fond de l'allée. Une berline sombre était garée 2 rues plus loin, les feux éteints. Ils étaient là. Maria éteignit immédiatement les lumières du hall d'entrée et ouvrit la sortie arrière. Tout se déroula en silence. David portait Ethan tandis que Claire s'appuyait sur Maria, se traînant vers l'Audi qui attendait. Tous les 4, David, Claire, Ethan et Maria, conduisant sa propre voiture pour suivre David jusqu'au point d'échange, se glissèrent hors du parking arrière. L'Audi s'élança dans la nuit, traversant le pont Frémont et s'insérant sur L5. Maria les suivit jusqu'au garage souterrain de Vancouver, où elle tendit à David le reste des fournitures médicales de secours, serra brièvement Ethan dans ses bras et repartit. David se dirigea vers le nord, en direction de Seattle. Dans le rétroviseur, une berline sombre alluma ses phares dès qu'ils s'engagèrent sur l'autoroute. Elle maintenait sa distance, ni trop près, ni trop loin. David commença à zigzaguer entre les voies, accélérant puis ralentissant pour voir si elle décrocherait. Elle ne le fit pas. Ethan se réveilla, secoué, se frottant les yeux. David le rassura, « Attache ta ceinture, gamin. On va traverser une zone de turbulence. » Oise signala un embouteillage plus loin. Sans hésiter, David quitta L5 par une sortie isolée. La berline suivit. Les lampadaires se firent rares,
l'obscurité s'épaississant jusqu'à engloutir la voiture et ses 3 passagers. Dans le rétroviseur, la berline était toujours là. David savait que c'était sa dernière chance. Il appuya à fond sur l'accélérateur. L'Audi bondit en avant, puis vira brusquement sur une route secondaire étroite, plongeant dans une forêt noire comme de l'encre. Il coupa les phares, réduisit sa vitesse et se faufila à travers les buissons épais et les virages serrés. Derrière lui, la berline, peu familière du terrain, continua tout droit, disparaissant dans l'étendue sombre de la route principale. David retint son souffle, écoutant. Le bourdonnement de l'autre moteur s'estompa. Ils avaient semé leur poursuivant. Une pâle lueur d'aube se leva sur le pare-brise, éclairant le visage fatigué de David. Ils avaient conduit toute la nuit. Enfin, les limites de la ville de Seattle apparurent. Évitant les artères principales, David traversa le pont de Columbia Street, serpenta à travers les petites rues et se glissa dans le parking souterrain de Jefferson Street. Claire, toujours faible, laissa David l'aider à enfiler un grand chapeau en tricot qui cachait la majeure partie de son visage. Ethan, englouti par le manteau trop grand que Maria lui avait donné, resta près de lui, les yeux encore lourds de sommeil mais pétillants de curiosité. « Prêt, Ethan ?» demanda David, la voix basse et stable. Le garçon hocha la tête en serrant la main de David. Ils entrèrent dans la Jefferson Street Bank, un vieil édifice majestueux de pierre grise et de colonnes robustes. À l'intérieur, le hall au plafond était presque vide à cette heure. Claire s'approcha du comptoir, tendant ses documents avec un soin délibéré. Le caissier l'étudia un instant, puis hocha la tête et les conduisit dans une petite pièce bordée de rangées de coffres-forts. Le clic métallique de la serrure résonna, sec et froid, dans l'espace clos. Les mains de Claire tremblaient en tendant sa clé. L'employé ouvrit la lourde porte en acier. À l'intérieur se trouvait une simple boîte en métal, immobile. Claire tendit la main et retira 3 objets. D'abord, un disque dur portable, soigneusement scellé dans un boîtier anti-choc. Ensuite, une épaisse pile de dossiers, des contrats originaux avec des signatures authentiques et des sceaux rouges vifs, détaillant des transactions douteuses, des acquisitions foncières illégales et des projets de développement fantômes. Et troisièmement, un petit carnet relié en cuir, usé par le temps. Claire l'ouvrit, ses doigts effleurant chaque page. David jeta un œil et son regard se figea. À l'intérieur se trouvaient 27 noms, consignés d'une écriture petite mais précise, de hauts fonctionnaires du gouvernement, des officiers de police supérieurs, des personnalités du monde des affaires bien connues, tous liés à Callaway avec des chiffres et des dates spécifiques méticuleusement notées à côté. « Ils ont pris plus de 8000 hectares, murmura Claire, pointant une page dans la pile de dossiers. Sa voix était encore faible, mais empreinte d'une fureur aiguë. « Et ils ne reculeront devant rien pour en avoir plus. » L'œil de David fut attiré par un nom dans le carnet, Mark Reeves. Le rapport officiel avait conclu à un suicide. L'expression de David s'assombrit. Il se souvenait d'avoir lu cette affaire, un jeune homme d'affaires prometteur qui avait soudainement mis fin à ses jours dans des circonstances mystérieuses. Maintenant, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Nous devons transmettre ça à quelqu'un de confiance, immédiatement, » dit David, la voix ferme. Il appela Samantha Reed, organisant une rencontre discrète à Portland. « N'envoie rien par voie électronique, David, » l'avertit Samantha. « Le réseau de Callaway peut tout intercepter. » En quittant la banque, passant devant un immeuble aux vitres réfléchissantes de l'autre côté de la rue, David s'arrêta net. Dans le reflet flou de la façade, il vit une berline sombre, la même qui les avait suivis depuis Portland, garée 2 rues plus loin. Les doigts de Claire se pressèrent légèrement dans son bras. L'homme de l'autre côté de la rue? David suivit son regard. Un homme avec une veste sombre et une casquette de baseball se tenait sur le trottoir opposé, le téléphone levé comme s'il prenait des photos. Il ne se cachait pas. Son audace était déconcertante. Ethan, qui s'agrippait toujours à la main de David, murmura soudain, sa petite voix douce mais traversant David comme un éclair, « Je l'ai vu à l'entrepôt. Quand ils ont fait du mal à maman. » David conduisit Claire et Ethan jusqu'au 3e étage, où l'Audi était garé. Le garage était si silencieux que chaque pas résonnait sur le béton. Une faible lumière fluorescente se déversait en taches brumeuses, projetant des ombres inégales. Chaque pas semblait être un test de nerfs, chaque petit bruit faisait battre le cœur de David plus fort. Lorsqu'ils s'approchèrent de la voiture, un frisson parcourut l'échine de David. La portière arrière était entr'ouverte. Soudain, une grande silhouette en manteau noir sortit de la banquette arrière. Travis Cole. Le nom que Claire avait mentionné. Son visage était sans expression, ses yeux vifs comme une lame.
Derrière eux, une autre silhouette émergea, bloquant la sortie. Derek Voss, l'autre homme de l'histoire de Claire, large d'épaules avec un regard dur et méchant. « Ça s'arrête ici. Vous avez fourré votre nez là où il ne fallait pas assez longtemps, le vieux, » dit Travis, sa voix calme au point d'être menaçante, ses yeux moqueurs. Sans hésiter, David poussa Ethan vers Claire. « Monte dans la voiture. » aboya-t-il. Il sortit le trousseau de clés de sa poche, non pas pour déverrouiller la voiture, mais pour en faire une arme rudimentaire. D'un mouvement rapide, il griffa le visage de Travis avec le bord des clés. Une estafilade rouge traversa sa joue. Travis recula en se tenant le visage, la rage déformant ses traits. David profita de ce moment pour pivoter, tentant de le dépasser, mais Derek fut plus rapide. Il sortit une matraque électrique, le crépitement de l'électricité sifflant dans l'air immobile. Claire, la panique montant en elle, repéra un extincteur rouge fixé à proximité. Sans réfléchir, elle l'attrapa et pulvérisa un nuage de poudre blanche au visage de Derek. Il s'étouffa et toussa, les yeux fermés de force. Ethan, agissant par pur instinct, se laissa tomber et roula sous la voiture pour s'éloigner du danger. « Montez dans la voiture, maintenant !» cria à nouveau David, ouvrant la portière du conducteur et y poussant Claire et Ethan. Il plongea sur le siège du conducteur sans fermer sa propre portière, sa main se crispant sur le levier de vitesse. L'Audi fit une marche arrière brutale, la portière ouverte heurtant Derek et le déséquilibrant, l'envoyant au sol. La voiture rugit hors de la place de parking. Quelque part derrière eux, une alarme de sécurité se mit à hurler, déclenchée par les cris et le choc du métal. Travis et Derek, réalisant le retournement de situation, se fondirent dans l'ombre entre les rangées de véhicules garés. David traversa plusieurs pâtés de maisons avant de se garer dans un parking caché, bien à l'abri des regards. Claire serrait fort Ethan contre elle, sa respiration encore haletante. Tous deux tremblaient, les ecchymoses sur le corps de Claire la faisant à nouveau souffrir. « Nous ne pouvons pas retourner à Portland maintenant, » dit David, sa voix calme mais empreinte de détermination. « C'est trop dangereux. Nous irons à Olympia pour nous reposer. Ce sera plus sûr, du moins pour l'instant. » À peine ces mots avaient-ils quitté sa bouche que le nouveau téléphone que David avait acheté à Seattle, celui qu'il n'utilisait que pour contacter Samantha et Alex, vibra dans sa poche. Un nouveau SMS. Numéro inconnu. David l'ouvrit. Une seule ligne, je connais chacun de tes mouvements. Arrête d'essayer de jouer les héros. La voiture s'arrêta devant un petit motel niché à la périphérie d'Olympia. Le soleil de fin d'après-midi déversait une lumière dorée sur le toit de tuiles. Après les heures tendues à Seattle, cet endroit semblait être un refuge tranquille où ils pourraient enfin reprendre leur souffle. David réserva 2 chambres communicantes, une pour Claire et Ethan, et une pour lui. Ethan, épuisé, s'endormit dès que sa tête toucha l'oreiller. Claire changea ses bandages, prit des analgésiques. Son visage était toujours pâle, mais dans ses yeux scintillait une faible lueur d'espoir. Pendant que Claire se reposait, David passa quelques appels. D'abord, à Samantha Reed. Il lui fit un bref compte-rendu de la confrontation dans le parking et du fait qu'ils avaient maintenant les preuves. « Callaway sait déjà où vous êtes, » dit Samantha, la voix tendue. Il se rapproche. Le FBI est sur le coup, mais ça va prendre du temps. Ensuite, il appela Alex, un journaliste que David connaissait. Ses nouvelles étaient pires. Callaway a engagé une équipe de chasseurs d'hommes professionnels, David. Ils ont une liste de tous les motels le long de L5. Ils vous trouveront vite. Un frisson d'angoisse parcourut l'échine de David. Il jeta un œil à Ethan qui dormait profondément et à Claire, qui luttait toujours pour se rétablir. Callaway ne reculerait devant rien. Dans la chambre de Claire, David s'assit près de son lit. Elle était adossée au mur, s'efforçant de calmer sa respiration. Il savait qu'il était temps de tout lui dire, non pas pour gagner sa sympathie, mais pour renforcer leur détermination. « Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a des années, ma sœur, elle s'appelait Laura. » Sa voix était basse, chargée de douleur. Elle a été traitée brutalement par un ex-petit ami, un homme influent comme Callaway. Elle est venue me voir pour de l'aide, m'a supplié de la sortir de là. Mais j'ai hésité. Je me suis dit que je devais être prudent, que je devais tout planifier, que me précipiter ne ferait qu'empirer les choses. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais le lendemain matin. Cette nuit-là, elle était partie. Ils ont dit que c'était un accident. Une chute. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Le chagrin, même après 20 ans, brûlait encore comme si c'était arrivé la veille. J'ai eu une nuit de retard.
Et parce que j'ai hésité, j'ai perdu ma sœur. Avez-vous déjà vu quelqu'un se relever d'une telle perte? Claire écoutait, son regard empreint d'une profonde et silencieuse compréhension. Elle aussi était une victime. Elle savait ce que c'était que d'être acculée par des forces qui prospèrent dans l'ombre. Ils sont dangereux, continua David, sa voix maintenant stable. Ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent, ou jusqu'à ce que tous ceux qui connaissent leurs secrets aient disparu. Je ne laisserai pas mon erreur se reproduire. Je te le promets. Juste à ce moment, un message de Maria illumina le téléphone de David. Les caméras de sécurité ont repéré quelque chose. Une berline sombre vient d'entrer dans le secteur. Au même moment, le téléphone du motel sonna. David entendit la voix de l'employé alors qu'il répondait à une femme qui demandait à réserver une chambre sous un pseudonyme. Le nom correspondait à celui que Claire avait utilisé pour s'enregistrer. Il les avait trouvés et il se rapprochait. Pas le temps de réfléchir. David secoua immédiatement Ethan pour le réveiller. Debout, gamin. On doit y aller. Le garçon s'agita en se frottant les yeux. Juste 3 minutes, Ethan, dit David en faisant rapidement ses bagages, rangeant en lieu sur les objets les plus importants, le disque dur et le carnet en cuir. Il conduisit Claire et Ethan par la porte arrière, évitant le hall principal. Ils se glissèrent sur le chemin de terre étroit derrière le motel et rejoignirent l'autoroute. La voiture fendait la nuit. Dans le rétroviseur, David aperçut le reflet des phares à une intersection prochaine. Une berline réduisait l'écart sans hésitation. La distance entre eux n'était plus que de quelques centaines de mètres. Les phares de la berline sombre dans le rétroviseur ressemblaient aux yeux implacables de la mort, se rapprochant. Elle ne maintenait plus une distance constante, elle commença à bondir en avant par à-coups, se collant à leur pare-choc. David sentit son pouce accélérer, mais sa prise sur le volant resta ferme. Ethan s'était rendormi sur la banquette arrière, la tête reposant sur l'épaule de Claire. « Accroche-toi », dit David, puis il relâcha soudain l'accélérateur. La berline derrière eux ne put réagir à temps et passa en trombe. Dans cette fraction de seconde, David aperçut la plaque d'immatriculation dans le reflet de la caméra de recul montée sur le tableau de bord, une série claire et nette de chiffres et de lettres, suffisante pour la tracer. « C'est bon », dit David, accélérant à nouveau pour maintenir la berline à une distance de sécurité. Maintenant, il est temps de les semer. Il quitta l'autoroute pour une aire de repos bondée. Des dizaines de camions et de voitures remplissaient le parking. David manœuvra l'Audi dans un espace discret, hors de la ligne de mire de la berline. Il dit à Claire et Ethan de rester là et de verrouiller les portes. « Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. » David sortit, marchant nonchalamment vers la supérette comme n'importe quel voyageur de passage. La berline sombre apparut quelques instants plus tard, se garant non loin. Travis et Derek en sortirent, leurs yeux balayant le parking. Alors que les deux hommes entraient dans le magasin, David se glissa derrière leur voiture. De sa poche, il sortit une minuscule microcaméra magnétique qu'Alex lui avait donnée. Il la fixa rapidement sous la berline, la positionnant pour tout enregistrer. Puis, quelque chose d'inattendu attira son attention. Dans le coffre, partiellement visible, se trouvait une pile de photographies imprimées. Sans hésiter, David ouvrit le coffre. Ses mains tremblaient, mais il prit des photos de chaque tirage avec son téléphone, des photos de Claire et Ethan à l'entrepôt, des clichés de David chez lui à l'Ecoswego, et même une copie du faux contrat que Claire avait décrit. Il ne suivait pas seulement Claire, il suivait David depuis longtemps. Il envoya immédiatement les images à Alex, ajoutant le message « Urgent ». Trace la source de ces tirages. David referma le coffre et retourna à l'Audi juste au moment où Travis et Derek sortaient du magasin, leurs yeux balayant toujours le parking. Pendant un instant, il sembla qu'ils partaient, mais David réalisa trop tard que c'était un piège pour le forcer à se montrer. Alors que David quittait l'aire de repos, un vieux camion déglingué, qui semblait en panne, se mit soudain en travers de la voie principale, la bloquant. C'était un piège. David réagit instantanément, tournant le volant et se déportant sur la voie suivante, manquant le camion de quelques centimètres. Derrière lui, la berline de Travis et Derek se retrouva coincée derrière le barrage, incapable de se libérer immédiatement. C'était la seule chance. David appuya à fond. L'Audi bondit en avant comme une flèche. Il ne regarda pas en arrière. Après un long trajet sur l'autoroute, certain de les avoir perdus, David expira et attrapa son téléphone. Il appela Samantha. « Trouve à qui appartient cette plaque », dit David, récitant la série de chiffres et de lettres qu'il avait mémorisés. Moins de 5 minutes plus tard, Samantha rappela. «
David, cette plaque appartient à une société de transport écran de Callaway. Leur bureau principal est à Salem, en Oregon. Salem. Juste sur LI5, non loin de là où il se trouvait. David regarda Claire, puis Ethan, toujours endormi. Cette fois, il n'allait pas attendre. Alors, on s'arrête à Salem avant de rentrer à Portland. La lumière du matin se déversait sur une rue calme de Salem, en Oregon. La voiture passa devant un bureau sans prétention, arborant une vieille enseigne Pacific Logistique. David se gara dans une rue latérale, hors de vue du bâtiment. Claire et Ethan étaient assis silencieusement à l'arrière, la tension lisible sur leurs visages. « Tu es sûr de ça ?» demanda Claire, la voix tendue d'inquiétude. « Nous avons besoin de ce qu'il y a là-dedans », répondit sèchement David. « Samantha nous rejoindra au coin de la rue. Nous resterons en contact avec elle. » Samantha Reed, l'avocate, était arrivée avant eux, sa voiture garée quelques rues plus loin. C'était la première fois qu'elle s'impliquait directement dans une affaire de ce genre, mais la détermination de David et la gravité du cas l'avaient poussé à agir. De l'extérieur, Pacific Logistique ressemblait à n'importe quelle autre compagnie de transport. Quelques semi-remorques garées devant, une légère odeur de graisse dans l'air. Mais David remarqua quelque chose d'anormal. Des caméras de sécurité couvrant chaque angle, bien plus que ce qu'une entreprise de ce type devrait nécessiter. Il sortit et descendit l'étroite ruelle à côté du bâtiment. Dans le coffre de la berline de Travis et Derek, il avait eu la chance de trouver une petite carte d'accès. Il la glissa dans le lecteur de la porte latérale. Un bip doux et la porte se déverrouilla. « Allez-y » murmura David. Claire resta postée à l'extérieur, scrutant la rue dans toutes les directions. Ethan s'agrippait à sa jambe, ses grands yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la porte. À l'intérieur, David se retrouva dans une salle d'archives compacte. Des rangées de classeurs métalliques bordaient les murs, l'air épais d'une odeur de vieux papier et de poussière. Il commença à chercher méthodiquement. D'épais dossiers contenaient des cartes d'arpentage, des listes de clients qui n'étaient que des sociétés écrans et des états financiers complexes. Tout était conçu pour dissimuler, mais David savait qu'il y avait des indices enfouis ici. Ses yeux se figèrent sur un gros dossier bleu foncé portant l'inscription RC, privé. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pile de reçus de virements bancaires vers des dizaines de comptes différents, chacun au nom de hauts fonctionnaires, de commandants de police et même de plusieurs juges. À côté, des photographies de réunions secrètes, les visages d'hommes et de femmes puissants surpris dans des moments de cupidité et de conspiration. La colère monta en David comme une bouffée de chaleur. Ce n'était pas seulement une acquisition foncière illégale, c'était un vaste réseau de corruption qui rongeait en profondeur les rouages du gouvernement. Et puis il le vit, une petite clé USB étiquetée R, contrat complet. David la brancha sur la tablette qu'il transportait. À l'intérieur se trouvaient tous les faux contrats et les transactions frauduleuses que Claire avait décrits. Avec eux, un fichier audio. David lança la lecture. La voix de Richard Callaway se fit entendre en premier, froide, autoritaire. Puis vinrent les voix de Travis et Derek. Ils discutaient de la manière de nettoyer l'affaire Holt, de forcer Claire à révéler son secret et de s'occuper d'elle si elle refusait. Le rire moqueur de Travis, les menaces grognées de Derek. Dehors, montant la garde, Claire se figea au son. Elle avait déjà entendu cette voix, à l'intérieur de l'entrepôt, quand il l'avait battue. « C'est eux » murmura-t-elle, le visage pâle. David arrêta la lecture. Ce n'était pas seulement des preuves papier, c'était la preuve du complot lui-même, la preuve de leur brutalité. Juste à ce moment, un bruit provint de la porte du bureau principal, le clic d'une serrure qui se tourne. Quelqu'un entrait. « Allons-y », dit doucement David, retirant la clé USB et saisissant la main de Claire. Ils se glissèrent par la porte latérale, la refermant doucement derrière eux. David ne se retourna pas. Il courut droit vers le coin de la rue où Samantha attendait. La voiture de Samantha Reed arriva au moment exact où ils l'atteignirent. David ouvrit la portière arrière, y poussa Claire et Ethan, et sauta sur le siège passager. Samantha appuya sur l'accélérateur, la voiture s'insérant dans le flot de la circulation. La lumière du soir déclinait, jetant une lueur rougeâtre sur les fenêtres du bureau de terrain temporaire du FBI à la périphérie de Portland. À l'intérieur, l'air était tendu comme un fil, empreint de l'anticipation silencieuse d'une fin enfin à portée de main. David, Samantha, Alex et Claire étaient assis en face de l'agent spécial Karen Douglas, une femme aux cheveux courts et au regard vif et expérimenté.
Sur la table se trouvait la clé USB que David avait récupérée à Salem, ainsi que les photographies et les enregistrements audio, le tout soigneusement arrangé. Après avoir examiné chaque document et réécouté chaque clip avec soin, Karen hocha fermement la tête. « C'est suffisant pour le faire tomber », dit-elle, la voix basse et assurée. Richard Callaway ne s'en sortira pas cette fois. Une vague de soulagement parcourut la pièce. Enfin, la justice avait une chance réelle. Le plan fut mis en œuvre rapidement. L'équipe du FBI se divisa en 3 unités pour encercler la propriété de Callaway au bord du lac. David monta avec Karen et un groupe d'agents d'élite. Ils connaissaient les habitudes de Callaway, chaque recoin du manoir qu'il traitait comme une forteresse. Claire et Ethan, après tout ce qu'ils avaient enduré, furent escortés au quartier général par une agente du FBI, placée sous la garde protectrice de l'agence. Tout fut mis en branle rapidement pour frapper la cible à temps. La nuit enveloppa la propriété au bord du lac, une douce brume s'élevant de l'eau, donnant à la demeure du caillis d'une atmosphère étrange, presque spectrale. Le vent murmurait à travers les arbres, se mêlant au pas silencieux des agents qui se rapprochaient. « On y va », signala Karen. L'équipe du FBI pénétra dans la propriété avec une précision d'expert. La porte d'entrée fut enfoncée en quelques secondes. Des bottes lourdes résonnèrent dans un manoir à l'apparence grandiose mais au cœur glacial. Richard Callaway, pris complètement au dépourvu, était assis dans le salon avec un verre de whisky à la main. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Quand il vit l'équipe tactique déferler, une lueur de panique traversa la colère dans ses yeux. Il attrapa un pistolet sur la table basse, tira une seule fois à travers la fenêtre et se précipita vers le quai privé derrière la propriété, où un hors-bord attendait. Mais David avait anticipé ce mouvement. Lui et un autre agent étaient déjà à la sortie. Callaway le vit, ses yeux flamboyants de haine. Il leva l'arme, prêt à tirer. « Lâchez ça !» aboya un agent. Callaway n'obéit pas. Il appuya sur la gâchette. La balle effleura l'épaule de David. Presque au même instant, un autre agent tira, touchant la main de Callaway en plein dans le mille. Le pistolet vola de sa prise. En quelques secondes, Callaway fut maîtrisé au sol, les poignets menottés. Pendant ce temps, dans le garage, Travis et Derek furent arrêtés. Là, les agents découvrirent une multitude de faux documents supplémentaires, une preuve de plus de leur crime. Alors que Callaway était relevé, son visage déformé par la rage, il croisa le regard de David, son regard acéré comme une lame. « Vous venez de signer votre propre arrêt de mort », siffla-t-il, sa voix suintant la haine et la menace. David soutint son regard sans ciller. « Non, j'ai signé le vôtre. » Karen Douglas approcha. Son visage portait encore de légères ecchymoses, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. « Holt Hawthorne, dit-elle, son ton ferme mais teinté de soulagement. Cette affaire est classée. C'est à votre tour de vivre. » Le lendemain matin, chacune de journal portait la même image. Richard Callaway, autrefois un magnate intouchable de l'immobilier et du bois, maintenant pâle et hagard en détention fédérale. Le titre le plus audacieux proclamait « Callaway condamné à la perpétuité, son empire criminel s'effondre ». Le procès de Callaway et de ses associés captiva le public et la presse comme rien dans l'histoire récente. Chaque détail révélé au tribunal stupéfia la ville. Les preuves que David et Claire avaient risqué leur vie pour obtenir, la clé USB contenant les faux contrats, les enregistrements audio accablants, le carnet en cuir listant les complices de haut niveau furent présentés de manière claire et irréfutable. Des ondes de choc se propagèrent dans la communauté à mesure que l'ampleur du réseau criminel devenait évidente. Des politiciens locaux aux fonctionnaires de police corrompus, des hommes et des femmes autrefois tenus en haute estime se tenaient maintenant au tribunal, la tête baissée, plaidant coupables ou se préparant à des enquêtes qui pourraient mettre fin à leur carrière. Richard Callaway, l'expression aussi froide que la pierre, entendit enfin son sort, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le marteau du juge s'abattit, scellant la fin de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle de la ville. Travis Cole et Derek Voss, ses plus fidèles hommes de main, écopèrent de 35 ans chacun. Le message du système judiciaire était sans équivoque, aucun pouvoir n'est au-dessus de la loi. Après l'arrestation de Callaway, Claire et Ethan emménagèrent temporairement dans la maison de David à Lake Oswego. La maison, spacieuse, calme, entourée d'arbres et surplombant le lac scintillant, était l'endroit idéal pour qu'il retrouve un peu de paix. Pourtant, les premiers jours se déroulèrent dans un lourd silence. Claire restait sur ses gardes, sursautant parfois au moindre bruit.
Elle vérifiait souvent les serrures et les fenêtres et gardait Ethan à portée de vue en permanence. Ethan se retira dans son propre petit monde. Il parlait peu, restant près de Claire ou de David, ses grands yeux encore hantés par les hommes qui avaient fait du mal à sa mère. La nuit, les cauchemars revenaient souvent, réveillant le garçon en sursaut avec des cris jusqu'à ce que David ou Claire le rassurent et le rendorment. David savait que ce n'était pas le moment de précipiter quoi que ce soit. Il passait ses journées à observer, à écouter et à tout faire pour que l'espace autour d'eux paraisse sûr. Il s'asseyait souvent avec Ethan pour lire des livres, faire des puzzles ou simplement être là, en silence. Il ne pressait jamais le garçon de parler, s'assurant seulement qu'il sache que David serait prêt à l'écouter quand il le voudrait. Sur les conseils de Maria, Claire commença une thérapie. Les séances l'aidèrent à affronter ses peurs, à surmonter son traumatisme et à commencer à reconstruire sa confiance en la vie. David participa à quelques rendez-vous, non seulement pour apprendre à la soutenir au mieux, mais aussi pour affronter les cicatrices de son propre passé. Lentement, le silence commença à se briser. Ethan s'ouvrit un peu. Un jour, alors que David lui lisait l'histoire d'un brave chevalier, Ethan demanda soudain « Oncle David, es-tu un chevalier ?» David sourit, un sourire rare et chaleureux. « Je ne suis qu'un homme ordinaire, Ethan. Mais j'essaie de faire ce qui est juste. » Ces mots semblèrent planter une graine de confiance dans le cœur du garçon. À partir de ce moment, Ethan commença à faire davantage confiance à David. Il partagea ses rêves, qu'ils soient des cauchemars ou de bons rêves, et David l'écouta patiemment, apaisant ses peurs et l'aidant à imaginer de nouveaux rêves. Claire, elle aussi, commença à sortir de sa coquille. Elle aida David à ranger le jardin, plantant de nouvelles fleurs. Elle parlait plus, partageant ses pensées et ses sentiments avec lui. Ils se promenaient ensemble au bord du lac, parlant des plus petites choses, de l'avenir et même du passé. Un après-midi chaud, alors que David taillait les arbustes, Claire s'assit à côté de lui, son regard dérivant vers l'eau. « David, dit-elle doucement. Laura, elle doit être fière de toi. » David leva les yeux, une légère tristesse dans le regard. « Je l'espère. J'ai appris une dure leçon. Parfois, être trop prudent n'est qu'une autre forme de procrastination. Parfois, il faut agir, même quand on a peur. » La création de la Fondation Ethan marqua un tournant dans la guérison de Claire, transformant sa douleur en action. Aider les femmes et les enfants dans des situations similaires lui donna un nouveau sens à sa vie. Elle se consacra entièrement à ce travail, rencontrant des survivants, écoutant leurs histoires et offrant un soutien concret. Chaque sourire, chaque mot de remerciement de ceux qu'elle aidait, était le plus précieux des remèdes pour son cœur. David se joignit aux efforts de la Fondation. Il ne se contenta pas de contribuer financièrement, il utilisa ses relations pour rallier des soutiens et diffuser son message. Voir Claire se tenir droite et aider les autres était, à sa manière, un moyen pour David de guérir la blessure de la perte de Laura. Il réalisa que, s'il ne pouvait jamais changer le passé, il pouvait aider à créer un avenir meilleur pour les autres. Un matin, Ethan surprit David et Claire en leur racontant un rêve. « J'ai vu ma maman et oncle David en héros, » dit le garçon, les yeux brillants. Et il y avait une dame. Elle avait un sourire magnifique. David et Claire échangèrent un regard, de doux sourires se dessinant sur leur visage. Ils savaient que c'était Laura. Elle n'était plus une ombre qui les hantait, mais une part chaleureuse de leurs souvenirs, une source de force pour vivre plus pleinement. Le chemin de la guérison avait apporté à chacun d'eux ses propres leçons durement acquises. David avait appris à affronter ses peurs, à accepter les erreurs de son passé et à transformer le regret en carburant pour quelque chose de meilleur. Il avait vécu trop longtemps replié sur lui-même et s'autorisait maintenant à accueillir à nouveau l'amour et les liens dans sa vie. Claire avait appris à pardonner, non pas parce que ceux qui l'avaient blessée le méritaient, mais parce qu'elle méritait d'être libérée du poids de la haine. Elle apprit aussi à se pardonner sa peur, les moments où elle s'était sentie faible. Elle comprit qu'elle avait toujours été une mère forte, se battant férocement pour son fils. Ethan, le petit garçon pris au milieu de tout cela, apprit que le monde n'était pas seulement fait de cruauté. Il avait trouvé de bonnes personnes, des gens prêts à le protéger et à l'aimer. Il commença à croire au miracle, à croire en l'espoir. Les cauchemars s'estompèrent, remplacés par des rêves d'aventure et de héros. Un après-midi de week-end, David, Claire et Ethan se promenaient ensemble dans Washington Park. Le coucher de soleil filtrait à travers les arbres, déposant des bandes de lumière scintillantes sur l'herbe. David tenait la main de Claire, et Claire tenait celle d'Ethan. Ils marchaient côte à côte, 3 personnes, 3 vies autrefois brisées par la douleur, maintenant liées dans une famille sans lien de sang,
une famille construite sur la compréhension, la compassion et l'amour. Les cicatrices étaient toujours là, sur le corps de Claire, dans le cœur de David, dans les souvenirs d'Ethan, mais ce n'étaient plus des blessures ouvertes. C'étaient des marques de survie, la preuve de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Elle leur rappelait à tous que, peu importe la dureté de la vie, il y a toujours de l'espoir, toujours un chemin vers la guérison, et toujours une chance de vivre une vie plus pleine et plus significative. Le mois de mars à Lake Oswego avait une lumière particulière, ni l'éclat dur de l'été, ni la faiblesse pâle de l'hiver, mais un or chaud et doux, comme si elle avait résisté à de nombreuses tempêtes et osait maintenant sourire. Ce matin-là, David se réveilla plus tôt que d'habitude. Il se tenait à la fenêtre du salon, regardant la surface immobile et brumeuse du lac. Depuis que Claire et Ethan avaient emménagé, la maison avait changé. Elle ne résonnait plus des pas creux d'un seul homme. Elle était remplie de chaleur, l'odeur du pain grillé le matin, le son du rire d'Ethan quand il jouait avec le chien du voisin, la douce musique de piano que Claire aimait jouer en cuisinant. David entra dans la cuisine. Ethan était déjà à table, vêtu d'un sweat à capuche bleue, ses jambes se balançant en rythme. Devant lui se trouvait un cahier quadrillé, ses pages couvertes de lignes sinueuses et de petits symboles étranges. « Qu'est-ce que c'est, gamin ?» David s'assit, se penchant. « Une carte au trésor, » dit Ethan, les yeux brillants. « Maman et moi, on va le trouver cet après-midi. » David sourit. Il savait que le trésor serait probablement quelques cailloux ou un bâton de forme amusante, mais il savait aussi que c'était la manière d'Ethan de retrouver sa curiosité, de croire que le monde contenait encore des choses qui valaient la peine d'être découvertes. Claire sortit de la chambre, les cheveux soigneusement attachés en arrière. Son visage avait plus de couleur maintenant qu'au premier jour. Elle posa une théière sur la table, l'odeur de la menthe flottant dans l'air. « Tu viendras avec nous, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux portant une invitation silencieuse. David hocha la tête. « Je ne manquerai une chasse au trésor pour rien au monde. » Cet après-midi-là, ils emportèrent un petit panier, quelques sandwichs et une bouteille d'eau. Le sentier le long du lac était tapissé de feuilles sèches, l'air portant l'odeur de la terre humide et de la résine de pin. Ethan courait devant, signalant des indices qui, il en était sûr, mèneraient au trésor. Claire marchait au milieu, David fermant la marche, ses yeux ne quittant jamais les deux autres. Quand ils atteignirent une clairière, Ethan s'arrêta, baissant la voix comme un explorateur chevronné. « Je pense que le trésor est sous cet arbre. » Il montra un vieux chêne, son tronc si large qu'il faudrait 2 personnes pour l'entourer de leurs bras. Claire s'agenouilla à côté de son fils, l'aidant à creuser à travers la couche de feuilles sèches. Ils découvrirent une pierre ronde avec une strie rouge naturelle à sa surface. Ethan rayonna. « Le voilà, le trésor. » Il essuya la pierre sur sa chemise, puis la plaça dans la main de David. « Pour toi. Parce que tu nous as trouvés. » David se figea un instant. La pierre n'avait aucune valeur pour le monde extérieur, mais pour lui, elle portait le poids de tout un voyage. « Merci, Ethan, » dit-il doucement. « Je la garderai précieusement. » Ils s'assirent au bord du lac, la brise agitant de douces ondulations sur l'eau. Claire ouvrit le panier et distribua les sandwichs. Personne ne parla du passé, mais tous trois ressentirent la paix rare de ce moment. « Avant, je pensais, » dit Claire après un moment, « que si tout cela finissait un jour, je partirais. J'irais quelque part de très loin, sans jamais revoir personne que je connaissais. Mais maintenant ?» Elle regarda Ethan, qui mordait dans son sandwich, puis David. « Je pense qu'il y a des gens pour qui ça vaut la peine de rester. » David ne répondit pas tout de suite. Il pensa à la promesse qu'il s'était faite, ne plus jamais laisser personne affronter cela seul. Peut-être que rester était une façon de tenir cette promesse. Ce printemps-là, la Fondation Ethan organisa un petit séminaire à Portland, invitant des femmes et des enfants ayant subi des violences domestiques. Claire se tenait sur scène, sa voix plus assurée que jamais. Elle ne raconta pas les détails de ce qu'elle avait enduré, mais parla de la façon dont elle et son fils avaient cru un jour qu'ils ne seraient jamais en sécurité, jusqu'à ce qu'un étranger choisisse de se tenir à leur côté. « Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, » dit Claire, son regard se posant sur les sièges où David et Ethan étaient assis. « Mais nous pouvons choisir comment nous vivons après. Et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui tendrez la main à quelqu'un d'autre. » Les applaudissements qui suivirent ne furent pas tonitruants, mais ils furent chaleureux. Assez chaleureux pour que quelqu'un dans cette pièce se sente un peu moins seul. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Ethan, assis dans le salon en train de colorier, demanda « Oncle David, est-ce que les trésors sont toujours en or et en argent ?» David s'assit à côté de lui et sortit de sa poche la pierre qu'Ethan lui avait donnée.
Non. Parfois, un trésor, c'est la personne que tu trouves quand tu pensais avoir tout perdu. Ou le moment où tu réalises que tu es en sécurité. Ethan resta silencieux un moment, puis appuya sa tête contre l'épaule de David. Alors, je crois que j'ai déjà trouvé le mien. Le printemps sur le lac Oswego s'étira lentement, comme s'il hésitait à laisser partir ses jours calmes. Mais David, Claire et Ethan savaient bien une chose, la paix n'arrivait pas d'elle-même. Elle naissait de choix courageux, du fait d'avancer quand il aurait été plus facile de se détourner, et de savoir chérir chaque petit moment qu'ils avaient autrefois cru ordinaire. Quand le soleil se coucha, sa lumière dorée se répandit sur le lac. David regarda les deux personnes à ses côtés. Il savait qu'il n'avait plus besoin de chercher d'autres trésors. Car le plus grand trésor, il l'avait déjà trouvé. Des années plus tard, l'été à Portland portait toujours cette brillante lumière dorée, filtrant à travers les vieux arbres et se déversant sur la rue calme devant le centre de soutien aux victimes que dirigeait maintenant Ethan Holt. La vieille porte en bois grinça et un garçon d'environ 13 ans entra, de petite taille, les manches baissées pour cacher les ecchymoses sur ses poignets. Ethan, 25 ans, grand et posé, triait des papiers à la réception. Il leva les yeux, son regard croisant les yeux effrayés du garçon. Sans le presser, sans poser de questions, Ethan tira simplement une chaise, versa une tasse de chocolat chaud et la posa devant lui. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, » dit Ethan, sa voix calme et chaleureuse. « Sache juste que tu es en sécurité ici. » Le garçon resta silencieux pendant un long moment avant de lever les yeux. Dans ses yeux remplis de larmes, Ethan vit son propre reflet des années auparavant, cette nuit de pluie battante sous la lueur vacillante d'une lumière mourante dans l'entrepôt 47, quand un étranger l'avait sorti de l'obscurité. Ce souvenir ne s'était jamais estompé. Ce n'était plus un fantôme, c'était la raison pour laquelle il était là aujourd'hui. Il sourit faiblement, plongeant la main dans la poche de sa chemise pour en sortir une petite pierre grise avec une strie rouge naturelle, polie par le temps. C'était le trésor qu'Ethan avait un jour donné à David, et que David avait gardé pour le reste de sa vie, jusqu'au jour où il le rendit à Ethan, comme un dernier gage de confiance. « C'est mon trésor, » dit Ethan, plaçant la pierre dans la main du garçon. « Il y a des années, quelqu'un me l'a donné quand je pensais avoir tout perdu. Maintenant, je te le donne pour te rappeler que quelqu'un croit que tu vas t'en sortir. » Le garçon referma ses doigts sur la pierre, hocha légèrement la tête, les lèvres tremblantes, mais il ne fixait plus le sol. Dehors, par la fenêtre, le coucher de soleil transforma la rue en miel en fusion. Ethan resta assis en silence, regardant la lumière s'estomper, sentant comme si David était toujours là, appuyé contre l'encadrement de la porte, souriant avec fierté. Il savait que le cercle de la bienveillance venait de gagner un nouveau maillon. De David à lui, et maintenant à quelqu'un d'autre. Certains cadeaux ne perdent jamais leur valeur. Une main tendue au bon moment, quelques mots suffisants pour faire croire à quelqu'un qu'il mérite de continuer. Ethan savait qu'il continuerait à faire cela, non pas parce qu'il était un héros, mais parce qu'il avait été un jour un enfant qui avait besoin d'être sauvé. Parce qu'au final, la chose la plus forte n'est ni le pouvoir, ni l'argent. C'est la capacité de faire croire à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Et quand cette croyance existe, l'obscurité ne vaincra jamais vraiment la lumière. 3 mois après qu'Ethan ait rendu le trésor au garçon du refuge, Portland entra dans la saison des pluies d'automne. La pluie ne s'abattait pas comme cette nuit-là à l'entrepôt numéro 47, mais elle tombait régulièrement, s'imprégnant dans les rues pavées sombres et humides. Ce soir-là, Ethan resta au centre plus tard que d'habitude. Il triait le classeur, le bruissement du papier se mêlant au son de la pluie sur le toit en tôle. La lumière du couloir se déversait sur le sol, projetant une bande dorée tamisée. À 20h17 précise, on frappa à la porte. 3 coups, inégaux. Pas le coup pressé de quelqu'un cherchant un abri contre la pluie, mais lent, comme si la personne à l'extérieur pesait chaque contact contre le bois. Ethan ouvrit la porte. Un homme se tenait là, la quarantaine passée, dans un manteau sombre, la capuche rabattue sur son visage. Sous la lumière, il semblait avoir marché longtemps, les chaussures trempées, son souffle formant de la vapeur dans l'air frais. « Êtes-vous Ethan Holt ?» La voix était profonde, rauque. Ethan hocha la tête. « Oui. Avez-vous besoin d'aide ?» L'homme jeta un regard vers la rue. Un VUS noir était garé à plus de 2 pâtés de maison, les phares éteints, mais Ethan pouvait distinguer la silhouette de quelqu'un à l'intérieur, qui observait. « Il me cherche », dit l'homme doucement, une main cachée dans la poche de son manteau, tremblant légèrement. « Et ma fille ?» Ethan baissa les yeux. Derrière l'homme se tenait une petite fille d'environ 8 ans, les cheveux mouillés, serrant une poupée de chiffon.
Ses grands yeux étaient exactement comme ceux d'Ethan des années auparavant, un mélange de peur et de l'espoir désespéré d'une promesse. Ethan s'écarta, tenant la porte ouverte. « Entrez !» Alors que la porte se fermait, il réalisa que son cœur s'était accéléré, non pas de peur, mais parce qu'il savait que le cercle était sur le point de se refermer avec un maillon de plus. Dehors, le VUS noir restait immobile, mais Ethan gardait les yeux sur l'homme et la fille devant lui. Il se souvint de ce que David lui avait dit un jour, lors d'une autre nuit pluvieuse, « Parfois, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as qu'une seule chance. Soit tu avances, soit tu la laisses filer. » Ethan sortit son téléphone et tapa un court message à un numéro qu'il n'avait jamais effacé. « Maria, j'ai besoin de ton aide. » L'histoire de David Hawthorne et de Claire Holt n'est pas seulement le récit de la chute d'un empire clandestin. C'est l'histoire d'un homme qui, ayant manqué une fois la chance de sauver sa sœur, est prêt à tout risquer pour ne plus jamais commettre la même erreur. Parfois, ce qui sauve la vie d'un enfant n'est ni l'argent, ni les balles, mais quelqu'un d'assez patient pour écouter et d'assez courageux pour se tenir entre lui et le danger. Personne ne n'est prêt à affronter l'obscurité pour quelqu'un d'autre. Mais peut-être que ce qui compte, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer. C'est de trouver le courage d'avancer quand chaque instinct vous dit que si vous ne le faites pas, il sera trop tard. Que pensez-vous du choix de David? Si vous étiez à sa place, vous détourneriez-vous ou entreriez-vous dans l'entrepôt 47? Et si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, portez un secret trop lourd à partager, s'il vous plaît, souvenez-vous que personne ne devrait avoir à endurer cela seul. Je suis là, je lis chaque mot que vous écrivez, et j'écoute vraiment.